Parce que moi j'ai cité que 4 prospects justement, quoi. Et il y en a un cinquième que j'ai pas évoqué, quoi, qui pourtant sera vraisemblablement dans le top 5, hein, c'est Marvin Bagley. Est-ce que quelqu'un justement peut me parler rapidement de Marvin Bagley? Est-ce que vous croyez en Marvin Bagley? Guillaume, elle est pour toi celle-là. Celle-là, elle est pour moi. Si tu veux, je la prends si tu veux. Non, moi j'aime assez Marvin Bagley, même si il y a une part de risque qui est quand même assez énorme vis-à-vis de ce joueur, parce que en fait pour l'instant il a un style de jeu old school et que du coup on l'aime pas du tout pour ça, mais on l'aime pour le potentiellement jeu new school, new look, NBA moderne, mais qui n'est que potentiel. Donc c'est là aussi où il y a un peu c'est un pari, quoi, parce qu'en fait c'est que du potentiel pour l'instant et tu sais pas si bon, voilà, pour l'instant c'est beaucoup de jeux au poste, même si c'est un jeu au poste assez primaire qui marche, hein, mais ça reste que du jeu au poste. Mais on a vu un peu de drive, un peu de tir en sortie de dribble, même un peu de tir tout court, mais pas assez, quoi. Donc ça reste du potentiel, donc ça reste un pari, donc ça reste risqué. Et puis évidemment il y a tout le côté défensif où en fait le mec a juste zéro idée de ce qu'il doit faire sur un terrain et ça se voit, quoi. C'est assez catastrophique, beaucoup plus que Ayton, je pense. Mais voilà, l'attrait de ce joueur, c'est que potentiellement, en fait, c'est le mec qui peut être absolument parfait dans la NBA actuelle, c'est-à-dire une combinaison de polyvalence et de jeu dans le périmètre, à la fois en attaque et en défense. C'est-à-dire en attaque, c'est le mec qui, à terme, pourrait arriver à shooter, pourrait arriver à driver, qui peut faire du face-up, qui peut attaquer depuis le périmètre, qui peut créer en mouvement pour les autres, sur de la passe ou des trucs comme ça, et qui en défense peut tout switcher sur les écrans, qui peut tenir son rang sur une isolation, qui peut, voilà, quoi. Donc c'est l'attrait, il est là, mais après il faut savoir que la part de risque est quand même assez élevée, quoi. C'est la question que je te poserais justement à son sujet, quoi. Le profil que tu viens de dresser, est-ce que tu auras un exemple de mec de ce profil-là qui a réussi récemment en NBA? Moi j'ai toujours pensé un peu à Karl Anthony Towns, mais en moins grand et en moins long, ce qui évidemment n'est pas un détail. Mais voilà. Bah ouais, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Guillaume, ça veut dire beaucoup. Pardon. Mais non, mine de rien, pour un intérieur, il a une envergure de bras assez moyenne, et il ne peut pas toujours compenser avec son explosivité, quoi. Mais oui, je dirais peut-être, voilà, Town, c'est un peu dans ce profil d'intérieur qui peut faire, alors qui peut jouer au poste, mais qui peut aussi évidemment faire du drive, faire du shoot à l'extérieur, et qui, quand il veut, quand il est concentré, peut tout à fait switcher sur Stephen Curry et le tenir, comme on l'a déjà vu, sur certains très rares matchs. Voilà, c'est un peu ce profil-là, mais encore une fois, en moins grand et en moins long, et c'est peut-être aussi important. Nous, moi, j'avais Josh Smith, ce qui n'est pas forcément une comparaison. Ça dépend duquel tu parles. La différence étant que Josh Smith, en tout cas du moins à Atlanta, était un excellent défenseur. Pour ça, moi, quand je pense à justement tout ce profil de mecs 3-4 très polyvalents, c'est des mecs qui en général ont fait la différence avec leur qualité défensive bien plus que leur qualité offensive. Je pense à un mec comme Lou Holteng, un mec comme Gerald Wallace, un mec comme Josh Smith que tu as cité. C'est des mecs vraiment qui étaient effectivement polyvalents avec un calibre, un gabarit presque d'intérieur qui en faisait des postes 3 très puissants et assez mobiles, mais ceux qui ont réussi ont vraiment brillé par leur défense. Ceux qui brillaient avant tout par leur attaque, tu peux citer Michael Beasley, Al Harrington, André Blatch, ça a rarement été des réussites, quoi. Je pense que le seul qui a vraiment réussi dans ce moule-là, c'est Carmelo Anthony, mais il avait une palette offensive de dingue, quoi. Et quand Carmelo Anthony il arrive, il n'a pas du tout un physique d'intérieur, c'est un vrai ailier, un vrai joueur de périmètre. Hein. Donc, malheureusement, moi, c'est ça qui me fait beaucoup douter de Marvin Bagley, quoi. C'est que c'est un joueur dont les principales qualités sont offensives, et les joueurs de son profil qui ont réussi étaient des joueurs qui se reposaient beaucoup plus sur leur défense que sur leur attaque. Et c'est justement pour ça que tu vois que j'aurais beaucoup plus confiance dans le potentiel d'un Jaren Jackson Jr. parce que lui, ses qualités, dans le même moule, sont des qualités défensives, quoi. Après, en attaque, il est encore très très brouillon, quoi. Et t'as beaucoup de mecs qui sont d'énormes défenseurs, mais qui peuvent pas réellement jouer en NBA tant qu'ils n'ont pas un niveau correct en attaque, quoi. Je pense à des mecs comme Marquis Chris, Dragan Bender, même Frank Ntilikina, tu vois, quoi, qui est un défenseur vraiment excellent déjà au niveau NBA, mais qui n'a pas les fondamentaux offensifs pour être un vrai joueur, un vrai meneur NBA ou un vrai arrière NBA pour le moment. Après, tout ce qu'on va pouvoir dire sur Bagley, de toute façon, c'est toujours avec l'astérix, s'il devient bon ou même correct en défense, quoi. Ça, c'est évident.
ne serait-ce que pour exister, pour être sur le terrain, il va falloir qu'il fasse des progrès très conséquents en défense, parce que on est vraiment à un niveau assez catastrophique pour l'instant, quoi. Après, il en a le potentiel athlétique, il peut, hein, mais pour l'instant, c'est vrai. Mais oui, tu voulais dire un truc, Nico ? Ouais, c'est là que pour moi, Bagley descend dans mon schéma, dans ma hiérarchie des candidats. C'est parce que je n'ai aucune confiance à sa capacité à devenir un bon défenseur. Comme je l'avais dit dans un autre podcast, il n'a pas le feeling minimum défensif qui est nécessaire, quoi. Alors, il n'a pas appris tout ça, mais je parle du minimum de bon sens défensif. Ça, il l'a pas, à mon sens, du moins de ce que j'ai pu en observer. Hein. On peut discuter des interprétations, mais ça, pour moi, il l'a pas. Et je crains que du coup sa progression soit, si progression il y a, qu'elle soit tellement faible que on n'ira jamais. Et c'est dommage parce que, comme tu dis, il a les capacités athlétiques pour être au moins cette espèce de mec qui peut switcher sur tout le monde. Ça, je suis parfaitement d'accord, mais je pense qu'il va pas à chaque fois, il va mal lire les switches. À chaque fois, il va mal faire le mouvement qu'il doit faire, et du coup laisser une brèche. C'est à chaque fois. Et ouais, c'est dommage parce qu'en attaque, je te rejoins. Vous parlez de comparaison. Alors, une espèce moi, le potentiel qu'il a, c'est d'être un espèce d'attaquant total, comme tu le disais. C'est en termes de scoring pur. Il est très très fort. Il arrive en NCAA tout de suite, il met plus de 20 points avec un très bon pourcentage, et malgré une palette qui est pour l'instant pas encore très remplie. Et comme tu dis, il montre des petits détails de shoot, des petits détails des petits fondements de shoot, de passe et de dribble, de fluidité. Enfin, parce que sa fluidité, puis ses mains, quoi. Tu sens qu'il y a un truc à faire en attaque. Et vous faisiez comparaison. Moi, j'avais plutôt une espèce d'Anthony Davis du Port. Ouais, ce mec à qui on file la balle, de finisseur ultime, un peu, qu'importe où il y a le ballon sur le terrain. Oui, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ça, et c'est cool. Mais si derrière, il n'est pas capable de comprendre là où il doit se mettre, même le minimum du minimum, c'est même pas la peine, quoi. Ça fera l'effet Ray Anderson où en attaque t'apportes beaucoup, mais en défense t'apportes pas assez pour que ça vaille le coup, quoi. Vas-y. Non, je suis très vite fait là-dessus, mais j'ai appris il y a quelques jours. Donc effectivement, premièrement, il est arrivé à Duke très tard. En fait, il était de la classe des lycéens en dessous et il a été reclassifié très tard. Donc il n'a pas du tout fait la préparation avec Duke. Il y a ça qui est assez important, et il est arrivé genre septembre-octobre, quoi. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, il a été pendant 3 ans en high school, il a été coaché par son père. Oui, je sais, mais tu vois ce que je dis, moi, c'est du bon sens pur. T'as même pas de coaching pour faire le minimum qu'il aurait dû faire, quoi. Bien sûr, et je dis pas non plus que c'est sûr qu'il va l'avoir, mais je pense qu'il y a peut-être des explications qui peuvent faire que voilà, tu peux espérer. Après, comme je disais, le pourcentage de risque était énorme. Enfin, énorme. Et oui, il est très très grand avec lui, parce que même s'il devient un très très bon finisseur en attaque, ça fait Kevin Love, quoi. Parce que si en défense, il n'arrive pas à être décent, à être correct, ça marchera pas, quoi. En tout cas, tu n'auras pas le franchise player qui peut te porter. Après, Lucas, tu parlais de la comparaison avec Jaren Jackson. Je pense que c'est assez évident que Jackson est un meilleur prospect que prospect, je sais prospect. En français, on dit prospect, les gens. C'est un vrai mot français et on dit prospect. Alors, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais moi, je dirais prospect jusqu'à la fin de ma vie. Que Bagley, en tout cas, un prospect plus sûr. Mais si tu prends finalement le potentiel maximum, bien que il y ait moins de chances que Bagley atteigne ce potentiel maximum, mais vraiment théoriquement, tu prends le potentiel maximum, ils sont dans 2 mondes différents également, et cette fois, c'est Bagley qui est au-dessus, quoi. Je vais remettre le son, par contre, c'est Silver qui revient. With the second pick in the 2018 NBA Draft, the Sacramento Kings select Marvin Bagley III. Et c'est effectivement Bagley qui est retenu par les Kings au 2e choix. C'était un peu ce que je craignais. Après, ce serait vachement cool que ça marche, hein, parce que, comme le disait Guillaume, potentiellement, offensivement, ça peut être un tellement super joueur. Vraiment tellement super, mais comme dit, moi je suis vraiment très très gêné par ces outils mentaux défensifs, quoi, que je pense qu'ils sont vraiment pas là.
Bon, après, il a un bon coach, quoi, Gergerd, bon, défensivement, donc ça peut peut-être être intéressant, mais je le trouve bien trop risqué. Quand on est Sacramento qu'on galère depuis tant d'années, que en développement on n'a pas montré de grandes choses ces derniers temps, je trouve que le pari est très risqué, quoi. Après, je trouve que ça a du sens, tu vois, parce que même s'ils draftent des joueurs, ils n'ont pas drafté vraiment de mecs qui soient un point central offensif, quoi. Moi, j'ai trouvé pas mal leur draft de l'an dernier, quoi. Ils ont drafté des bons joueurs avec les picks qu'ils avaient à leur disposition, mais il manque vraiment ça, quoi. Tu vois, cette star qui porte une attaque. Et Bagley, clairement, c'est de ce côté-là qui peut peser, quoi. Après, est-ce que dans ce cadre-là, justement, tu choisis Bagley plutôt que Doncic? Ça, c'est un choix c'est une question qui se pose, hein. Moi, je pense que Doncic aurait été un choix peut-être plus pertinent à cet égard-là, mais le fait de sélectionner Bagley a clairement du sens, quoi. Ils ont besoin de construire une équipe autour de quelqu'un, là, pour le moment. Ils n'ont pas le point central autour de qui construire, quoi. Juger que Bagley peut être ce joueur, c'est pas nécessairement quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose que je conçois qu'on puisse penser, quoi. Le fait de se dire Bagley a un réel talent offensif et on a besoin d'un joueur autour de qui construire, construisons autour de lui, pour moi c'est quelque chose qui se défend. Moi, ce qui me dérange, c'est un peu le raisonnement qui a été fait apparemment de on prend pas Doncic parce qu'on a De'Aaron Fox. Bon, j'ai pas de métaphore en tête pour illustrer, mais non. Enfin, ça, bon, bref. Je vois pas le mais en soi, parce que apparemment, Sacramento ne voulait pas prendre Doncic parce qu'ils avaient déjà De'Aaron Fox. J'ai un porteur de balle, un créateur. C'est ça, voilà, un meneur. Mais après, en soi, le choix de Bagley, moi, je l'aime bien. Je suis assez. Enfin, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le choix. J'aime bien le joueur. Et je pense que il peut totalement s'inscrire dans un style. C'est ce que j'ai entendu quand il a dit. Donc je vais pas m'empêcher. Attends, si je suis Luis Fernandez, je vais commencer à dire des synonymes. Il est fort, il est bon, bon, il est même pas mal du tout en même temps. Il est pas mal du tout, et puis il peut jouer, il est bon. Non, bon, sérieusement, il peut totalement s'inscrire dans un style de jeu moderne. C'est-à-dire que c'est un des intérieurs les plus rapides, les plus à l'aise en transition. C'est quelqu'un qui peut développer du drive. Il sait déjà très bien driver, alors que je trouve que il n'a même pas encore la technique pour utiliser son explosivité. Il n'est pas très rapide encore. Il y a un toucher de balle qui est excellent autour du cercle. Il y a une fondation très belle sur du tir en spot-up. Et il y a aussi une capacité à développer un tir en sortie de dribble. Il y a capacité à créer... apparemment, il y a un trade. Wojnarowski qui annonce un trade